Alors oui, vous êtes un entrepreneur et un chef d'entreprise vous-même, donc ma première question, c'est qu'est-ce qui, à l'époque, vous avait motivé à créer votre société et à ne pas rejoindre une entreprise ou un grand groupe ? C'est vrai que maintenant, alors ça fait ancien combattant, parce que ça fait 20 ans presque, mais moi j'avais fait une formation HEC Entrepreneur et tout le monde sortait de cette formation, on était une quarantaine, 38 étaient partis dans des grands groupes, alors que logiquement c'est une formation qui apprenait à être chef d'entreprise. Et maintenant, la même formation, les mêmes promotions, c'est l'inverse. 38 a créé leur entreprise et 2 vont dans des grands groupes. Donc, on voit à quel point la mentalité a changé. Moi, je concevais ma vie professionnelle avec beaucoup de liberté, avec le choix d'avoir quelque part un peu mon destin en main et de construire une aventure qui était dans l'entrepreneuriat. Et puis c'est vrai qu'on est souvent dans des milieux sociaux qui aussi favorisent. Mon père était aussi chef d'entreprise dans des choses complètement différentes, mais c'est vrai que j'ai vécu aussi avec cette culture de créer son entreprise, en tout cas de gérer son entreprise, et ça me semblait quelque chose de presque génétique. D'accord. Vous dites qu'un Français sur 4 aujourd'hui aspire à être chef d'entreprise. Donc en tant que chef d'entreprise, quel obstacle voyez-vous encore aujourd'hui ? Et quelles sont les actions et les initiatives que La République En Marche, mais vous-même au niveau de votre circonscription et plus tard de votre arrondissement, souhaitez mener, puis ensuite à l'échelle de Paris ? Alors moi je crois que c'est une aventure très individuelle d'être chef d'entreprise, de monter son entreprise. Individuelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir être déterminé à réussir. C'est extrêmement difficile. Je le dis parce que c'est extrêmement exaltant, mais extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que il faut tout faire en même temps. Y compris sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et de faire en sorte que tout puisse cohabiter dans des moments qui sont évidemment toujours difficiles. La création d'une entreprise, c'est un moment difficile parce que vous avez peu de revenus, peu de revenus ou en tout cas une perspective très floue, que vous travaillez énormément, les week-ends faut les oublier, les soirées aussi souvent, et parfois pour des résultats qui sont longs à venir. Et donc il faut avoir un objectif dans sa tête à moyen terme et puis être très aidé. Je le dis et je le répète, c'est important que votre entourage vous accompagne dans cette aventure. Si l'entourage ne vous accompagne pas, c'est difficile d'y arriver. Donc il faut réussir à convaincre d'abord son entourage, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, et ensuite s'investir pleinement. Et nous à La République En Marche, et peut-être moi en particulier, moi je portais la loi liberté de choisir son avenir professionnel avec Muriel Pénicaud, et l'idée elle est très simple, c'est qu'on puisse changer de vie tout au long de sa vie, et donc se former tout au long de sa vie. C'est pas parce que vous avez commencé à 20 ans une formation que toute votre vie vous ferez ce métier-là. Se réinventer en permanence, donner le choix à chacun d'entre nous au moment où il le souhaite, de pouvoir réinventer sa vie. Ça, c'est l'objectif de La République En Marche. Alors, si on vient un peu au présent, on voit quand même que la mairie de Paris a lancé beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets liés à l'entrepreneuriat, aux startups, à aider nos pépites finalement à rayonner, en tout cas sur le territoire, des incubateurs, des organisations d'écosystèmes et de réseaux, des prêts, des concours qui amènent à des accompagnements, voire à des subventions. Et vous avez dit vous-même que Paris doit rester le lieu des possibles. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir où Paris se positionne exactement. On dirait qu'on est dans le top 20 de la ville des startups. Mais ma question pour vous, c'est que faire de plus ? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. Est-ce que ces choses sont efficaces ? Comment accompagner encore mieux notre entrepreneur ? Et surtout, et ça c'est lié à mon expérience personnelle puisque je suis entrepreneur et je travaille à l'international, comment faire rayonner nos pépites à l'international ? Et qui dit international, comment attirer les investissements étrangers pour que finalement ces pépites elles puissent scaler et atteindre une échelle qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, on voit peu encore. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, évidemment, favoriser le coworking, ce qui me semble quelque chose de très important. Ça se développe, vous avez dit, la mairie de Paris, vous avez raison, est à l'initiative de certains lieux, et puis d'autres qui sont dans le domaine privé, c'est très bien, il y a plusieurs possibilités. Le coworking, c'est quelque chose d'important. D'abord parce que ça permet d'avoir un lieu de travail sans avoir des baux de 3, 6, 9 et qui sont très bloquants en termes de taille et en termes d'investissement pour des jeunes entrepreneurs. Et puis deuxièmement, ça permet d'adapter son entreprise en fonction du nombre de personnes de façon très souple, et un mariage des connaissances avec d'autres entrepreneurs qui me semble important. L'isolement de l'entrepreneur, c'est ce qu'il y a de pire. Qu'il soit abandonné ou qu'il ait le sentiment d'être abandonné dans les difficultés, c'est probablement un des
une des raisons principales de l'échec. Et donc d'avoir d'autres qui vivent d'autres histoires entrepreneuriales, mais finalement les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, c'est essentiel. Donc le coworking, le réseautage, c'est très important, que ça continue à se développer. La CCI, la Chambre des commerces et d'industrie de Paris, fait beaucoup. Mais là, on parle toujours des startups, mais enfin la Chambre des métiers de l'artisanat, il y a combien d'artisans à Paris? 29 000 artisans, commerçants à Paris qui font la fierté et le goût, le sel de Paris. On aime avoir nos artisans, on a beaucoup plus que par exemple à Londres, où il y en a 6 000, enfin c'est incroyable la différence. Et donc il faut absolument le garder. Et puis pour l'étranger, quelque part, souvent on est natif, en tout cas des anciennes des entreprises, souvent elles restent sur leur territoire et n'ont pas toujours l'ambition d'aller plus loin. Je crois qu'il faut beaucoup travailler avec les réseaux des chambres consulaires qui nous aident, qui peuvent être beaucoup aidantes. BPI fait beaucoup de travail. BPI, on l'a boulevard Haussmann, c'est pas loin. Ne pas hésiter à aller taper à la porte de BPI. Et vraiment très aidant, ça c'est une expérience personnelle. Je peux vous assurer qu'ils sont là pour vous aider. Des emprunts, mais aussi beaucoup d'aide parce que aller dans un autre pays, c'est une autre culture, un autre droit, et qu'ils peuvent être vraiment des aides pour y aller. Attention aussi d'avoir une certaine maturité avant de partir à l'extérieur. Ça me semble aussi quelque chose d'important, de pouvoir avoir déjà une équipe un peu établie et de bien identifier les possibles et les contraintes de partir un peu plus loin que son territoire national. Mais évidemment, c'est ça l'avenir. D'accord. Alors, on parle beaucoup d'entrepreneurs et de start-up. Vous avez aussi parlé d'artisanat, c'est vrai, un chef d'entreprise, c'est pas forcément un start-upper. Donc, vous êtes aussi très investi dans les problématiques d'emploi, avec notamment la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Quel est pour vous le lien, finalement, entre ce chef d'entreprise et l'accès à la formation professionnelle et l'apprentissage? Et quel était l'enjeu de cette réforme? Pourquoi l'avoir portée? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, moi, j'ai choisi tout de suite en arrivant, en devenant député en 2017, j'aurais pu partir dans la commission. On a plusieurs commissions à laquelle on travaille. J'aurais pu partir logiquement dans la commission des affaires économiques. C'est là où j'étais plutôt fléché. Et j'ai décidé de partir dans la commission des affaires sociales pour porter ce projet. Moi, je crois que c'est indispensable qu'on puisse tout au long de sa vie pouvoir changer de vie. C'est mon cas et c'est le cas de plein d'autres personnes. Comment on fait pour accompagner les goûts, les choix à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'à 40 ans et comment on fait pour, au niveau national, faire en sorte que chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même au moment de la vie où il se sent plus en phase avec tel ou tel métier. Et donc ça a été quelque chose qui a été important pour moi de le porter. J'ai porté beaucoup l'apprentissage, je continue à le porter. J'ai vu toutes les réticences de changer l'apprentissage, l'organisation de l'apprentissage. Et quand je vois les résultats, plus 10, plus 15, plus 20% d'apprentis tous les ans, qui donnent des chances à beaucoup de nos jeunes, qui vont trouver un métier, qui vont trouver une raison d'être, qui vont se construire une famille grâce à l'apprentissage, parce que l'apprentissage, on dit toujours c'est une voie d'excellence, puis en fait vous mettez jamais vos enfants dans l'apprentissage. C'est la réalité. Alors que quand moi je passe beaucoup de temps en Allemagne, quand je vois les réussites que l'on a en Allemagne, c'est ces réussites-là que je veux en France. Et moi je suis persuadé que l'apprentissage, c'est la voie royale pour les années à venir, parce que non seulement vous avez un cursus classique, scolaire, mais en plus vous formez votre main à un vrai travail. Vous apprenez de la tête et la main. Et je crois que fondamentalement, c'est ce qui va s'imposer dans les années qui viennent. Et donc, moi, j'ai voulu absolument mettre l'accent dessus. Et jusqu'en 2022, je continue à faire un tour de France de l'apprentissage pour être sûr que ça se met parfaitement en place. Parce que voter des lois à l'Assemblée, c'est bien. Il faut être sûr que le dernier kilomètre soit bien appliqué partout en France. D'accord. Donc, vous êtes d'accord que, en tant que chef d'entreprise, commerçant, artisan, entrepreneur, le plus gros défi aujourd'hui, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est l'accès à la ressource, surtout quand on est dans le milieu du service. L'accès à la ressource, et en France, puisque on installe aussi nos bureaux en France, alors qu'on était à l'étranger, c'est son coût. Combien cela va nous coûter en tant que chef d'entreprise, combien ça coûte à la société. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui peut, comment on pourrait améliorer, aider finalement le chef d'entreprise à recruter plus, même via des apprentis, des stagiaires, mais comment l'aider à avoir un accès moins cher et plus efficace à la ressource humaine aujourd'hui en France? C'est le point central. On n'a jamais le chiffre exact, mais on dit entre 300 000 et 500 000 offres d'emploi qui, à l'heure actuelle, ne sont pas pourvues. Moi, à chaque fois que je vais voir des chefs d'entreprise, tous me disent « je trouve pas de personnel ». Je ne trouve pas de personnel. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit l'artisan boulanger à Paris, que ce soit la grande entreprise en banlieue ou plus loin, en province,
je ne trouve pas la ressource. Tout le temps, ce problème. Et c'est pour ça que la formation professionnelle, pour moi, c'est le cœur de l'enjeu. Parce qu'à côté de ça, on a 1,3 million de jeunes, donc moins de 35 ans, 1,3 million en France, qui sont des NEET, donc qui n'ont ni formation accomplie, ni emploi à l'heure actuelle. C'est ça aussi la réalité de la France. C'est-à-dire des demandes d'emploi, et à côté de ça, une ressource qui n'est pas formée pour ces emplois-là. Donc comment fait-on pour faire en sorte de former? On met 15 milliards sur la table pour que chacun d'entre nous puisse avoir accédé à une formation qui puisse répondre à des besoins. Mais c'est l'enjeu principal. Comment fait-on pour faire rendre en adéquation entre cette population qui a besoin, qui veut un emploi, mais qui doit se former, et les entreprises qui cherchent une main-d'œuvre formée, aussi qui puisse bouger. On voit aussi, on a un vrai problème en France, c'est qu'on a du mal à être mobile. Et il faut qu'on acquiert aussi cette mobilité, de faire en sorte que c'est pas parce que vous travaillez à Paris aujourd'hui que vous ne travaillerez pas en banlieue ou plus loin demain, de trouver cette mobilité qu'ont beaucoup plus les anglo-saxons, par exemple. Donc il faut que nous continuions à travailler là-dessus. C'est vraiment le cadre de la loi. On a voté la loi l'année dernière, laissons-la infuser tranquillement, et dans quelques années, je pense que ça aura profondément changé la structure même de la formation professionnelle et donc l'accès à la ressource pour les chefs d'entreprise.